En revanche, on est avec Patrick Marlière, météorologue. Et là, on l'a appelé ce matin parce qu'on a envie de précision et de chiffres très clairs. Bonjour, monsieur Marlière. Donc, je vous ai appelé ce matin et je vous ai posé les questions les plus simples du monde, comme toujours, pour évaluer. J'ai pris une ville au hasard, Paris. Et je vous ai demandé de me dire le nombre de jours entre 1950... D'abord, entre 1900 et 1950, le nombre de jours à Paris où il a fait plus de 30 degrés entre 1900 et 1950. Est-ce qu'on a précisément le nombre de jours et je vais le noter? Alors, le nombre de jours pendant cette première période du siècle dernier, on était entre 5 et 7 jours par an à Paris où le mercure dépassait les 30 degrés. Donc ça, je le note. Au-dessus de 35 degrés, combien de jours entre 1900 et 1950? Là, on était autour de 1 jour par an où on dépassait les 35 degrés. Bon. Mais il y avait eu une canicule en 1911, je croyais, qui avait été importante, mais elle est dans les, on n'avait pas c'est une canicule qui était en dessous de 30 degrés, manifestement. Bah c'est-à-dire que oui, il y a eu peut-être un pic de chaleur, une journée où on a dépassé ce seuil. De toute façon, à chaque fois qu'on parle de ça, on retrouve tous dans notre histoire personnelle un jour où il a fait chaud dans notre enfance. Hein. Bon, deuxième chose, cette fois entre 1950 et 2000, nombre de jours à Paris au-dessus de 30 degrés. On était donc à 5 à 7 jours entre 1900 et 1950. Entre 1950 et 2000, combien de jours au-dessus de 30 degrés? Là, on dépasse les 7 à 8 jours par an où on est supérieur à 30 degrés. Pendant cette période, jusqu'aux années 2000. On a eu dans cette année 76, ça en fait partie. D'accord. Et au-dessus de 35 degrés, on était à 1 jour entre 1900 et 1950. Il y a eu combien de jours à Paris au-dessus de 35 degrés entre 1950 et 2000? Ben pareil, on est entre 1 et au maximum 2 jours. Et alors, depuis 2000, et c'est ça qui m'intéresse, combien de journées à Paris au-dessus de 30 degrés depuis l'année 2000? Ben si on fait la moyenne entre 2000 et 2020, on est à 14 jours. On a doublé les chiffres de jours à plus de 30 degrés sur Paris. Et ensuite, pour les jours à plus de 35 degrés, on est passé de 1 à 2 jours à 5 jours par an. Bon, alors ça c'est clair. Bon, là c'est voilà. Donc il y a un réchauffement sur la ville de Paris entre 1900 et 2025. C'est incontestable. Puis, alors maintenant on se projette. Est-ce qu'on peut d'abord, est-ce qu'on a la capacité à se projeter, par exemple en 2050, est-ce qu'on est capable de dire, il y avait 14 jours au-dessus de 30 degrés en ce moment, il y en aura 35 jours par exemple. Est-ce qu'on est capable de savoir ça? Alors déjà pour cette année, on vient depuis le début du mois de mai, là, ça fait 12 jours déjà supérieurs à 30 degrés et 3 jours supérieurs à 35 degrés depuis le début du mois de mai. L'été ne fait que commencer. Donc, à Paris, on a 12 jours au-dessus de 30 degrés à Paris? Eh ben, on est à 12 jours déjà. D'accord. À plus de 30 degrés à Paris depuis le 1er mai. Et 3 jours supérieurs à 35 degrés, dont la veille, dont la journée d'hier, et certainement celle d'aujourd'hui, qui va peut-être dépasser ce seuil. Donc là, pour cette année 2025, on va être dans les records. Et puis quand on se projette dans les années à venir, donc pour 2050, les chiffres sont un peu plus inquiétants parce que là, on passe à 22 jours par an à plus de 30 degrés et on passerait à plus de 10 ou 15 jours par an à plus de 35 degrés. Donc ça devient inquiétant pour toute l'activité économique qui est tributaire de ces chiffres parce que 35 degrés, par exemple, sur le réseau SNCF, je peux vous dire que ça impacte beaucoup de choses et notamment la réduction de circulation des TGV, en tout cas la réduction de leur vitesse. Eh bien, écoutez, c'est pour ça que je voulais que vous soyez là ce matin, parce que ce que vous dites est imparable, et c'est bien de savoir cela. Alors après, que faut-il faire? Ça, c'est encore. Il y a intérêt à faire quelque chose. Parce que moi, je prends beaucoup le métro. Je peux vous dire que le métro est absolument pas adapté à ces pics de chaleur. Très peu. Vous le prenez assez peu, Sarah. Je crois pas. J'ai vu le reportage où vous le preniez pour la première fois. J'en suis à 25 000 fois. Et je peux vous dire que. Vous pouvez éviter les attaques personnelles. Non, c'est pas ça. C'est mis en scène dans le documentaire. C'est vrai. François m'a filmé au Trocadéro en train de prendre le métro. Non, mais ça dépasse 30-35 degrés dans les rames. Mais vous avez vu déjà la polémique qui se met sur
sur la climatisation. La une de nos amis de Libération ce matin, qui ne sont pas d'ailleurs nos amis, je vais vous dire, climaticide. Non mais d'un point de vue écologique, il faut tout climatiser dans le métro. C'est la seule manière de convaincre les gens de le prendre. Parce que là, c'est impossible. Il y a des lignes où, avec la chaleur, il y a beaucoup d'incidents entre les voyageurs. Il y a quand même des gens qui tournent de l'œil. Le métro n'est absolument pas adapté à ce que nous a annoncé ce climatologue. Bon, vous avez entendu en tout cas le Carillon et Thomas Hill. Vous voyez, Thomas, nous avons voulu apporter. Vous avez écouté. Vous n'êtes pas assez inquiet sur ce qui se passe parfois sur le climat. J'ai vu que vous étiez embêté parce que ça n'allait pas du tout dans votre sens, Pascal. J'ai aucun sens, mais je fais du journalisme, j'ai pas de sens, je demande de témoigner, je n'ai pas d'avis. C'est imparable les chiffres. Pourquoi vous dites pas dans mon sens? Au contraire. Parce que ce matin vous me disiez que ça n'avait aucun impact. C'est un impact économique. Je ne vous ai pas dit ça. Bien évidemment, je vous ai dit au contraire, écoutez avec beaucoup d'intérêt ce que dira Monsieur Marlière. C'était très intéressant. Et c'était passionnant, précisément, parce qu'il donne sur des sujets qui sont parfois un peu comme ça subjectifs, il donne des données objectives que personne ne peut contester. Qui vous recevez? Murray Head, vous connaissez ce chanteur? Murray Head, ouais. Il sera avec nous tout à l'heure. Il parle parfaitement français, il sera avec nous. Mais Murray Head, il n'était pas Murray Head dans un feuilleton français, dans un feuilleton français, Petit Déjeuner compris. Oui, il ne joue pas. Il a joué dans beaucoup de films. Alors je me demande, Murray Head, s'il n'est pas dans Petit Déjeuner compris, qui était un excellent feuilleton de la fin des années 80 avec Pierre Mondy, et qui était scénarisé par Daniel Thompson. Vous connaissez pas Petit Déjeuner compris? Non, c'est Brian Ferry dont vous parlez. Ah, c'est Brian Ferry. Ah oui, d'accord. Ah, je confonds. Ah, c'est autre chose. Je confonds. Bon, écoutez, on embrasse Anissa. Heureusement qu'elle sait apporter des infos qu'il faut auprès de vous. Merci, cher Thomas. Et on va vous écouter. On se retrouve évidemment à 9h30 avec vous sur Europe 1. Merci, Monsieur Bouglet. Merci, Pascal Praud. Merci beaucoup, Monsieur Marlière. Merci à vous. Bonne Monsieur journée. Marlière, bon. Oui. Bon, vous êtes, c'est intéressant, c'est parce que, alors, la question ultime, c'est évidemment la part de l'homme là-dedans. On a notre part de responsabilité. Alors même si on fait des efforts dans l'Europe de l'Ouest en essayant de ne pas rejeter trop de CO2 dans l'atmosphère, tous les pays dans le monde ne le font pas comme dans l'Europe de l'Ouest et en particulier en France. Donc, on a chacun notre part à faire pour éviter de polluer trop l'atmosphère et les éoliennes en font partie. Il ne faut pas oublier que l'Allemagne émet des émissions de gaz à effet de serre avec ses centrales au charbon. Merci Monsieur Marlière, merci Monsieur Bouglet, et on marque une pause et on revient pour la suite des actualités, et notamment on va parler de Boualem Sansal et de Christophe Glaise. Il n'y a toujours pas un mot dans l'équipe ce matin, visiblement. Ah bon? Non. Ça les intéresse pas, manifestement, je ne sais pas pourquoi, ça les intéresse pas beaucoup, le journal. Moi, je suis vraiment la pause. Scandalisé. La pause, à tout de suite.